Septembre. Les récoltes sont rentrées et déjà une fumée familière plane au-dessus des potagers. Ce sont les voisins qui brûlent leurs fans. Un spectacle habituel, n'est-ce pas? Mais figurez-vous que c'est probablement la pire chose que l'on puisse faire pour son sol. La plupart des jardiniers ne se doutent même pas qu'ils détruisent eux-mêmes la fertilité future de leurs parcelles. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça, mais aussi vous montrer quel trésor vous envoyez en fumée et comment le transformer en véritable or noir pour vos plantations. Cette pratique de brûler les résidus végétaux remonte à l'époque soviétique. On pensait que c'était le moyen le plus simple et le plus rapide de se débarrasser des déchets et, surtout, des maladies et des parasites qui pouvaient hiverner sur les feuilles. La logique semblait implacable. Pas de fans, pas de problème. Mais l'agronomie, comme toute science, ne cesse d'évoluer. Et aujourd'hui, nous savons pertinemment que cette méthode à l'ancienne cause bien plus de tort que de bien. Découvrons ensemble ce qui se passe réellement lorsque vous approchez une allumette d'un tas de fans. Commençons donc par le fait le plus évident, mais non moins stupéfiant. Chaque fois que vous mettez le feu à un tas de déchets végétaux, vous jetez littéralement votre argent par les fenêtres. Et oui, ne vous étonnez pas, imaginez. Tout l'été, vos plantes ont fonctionné comme de petites usines. Elles ont puisé dans la terre et l'air les éléments nutritifs les plus précieux et les ont soigneusement stockés dans leurs feuilles et leurs tiges. C'est leur capital accumulé. Et à l'automne, vous prenez tout ce capital et vous le réduisez simplement en cendres. Ce n'est pas de la simple herbe sèche. C'est un véritable réservoir de matière organique. C'est précisément cette matière organique qui constitue la base de l'humus, cette couche fertile tant prisée, notamment dans les terres noires. Sous l'effet du feu, cette structure complexe se désintègre. Il ne vous reste qu'une poignée de cendres. Certes, elle contient un peu de potassium et de phosphore, mais ce n'est qu'une infime partie comparée à ce que vous avez perdu. C'est comme échanger un lingot d'or contre quelques piécettes en cuivre. En somme, vous appauvrissez volontairement votre sol pour ensuite, au printemps, aller acheter des engrais afin de compenser ce que vous avez vous-même détruit à l'automne. Un cercle vicieux qu'il est pourtant si simple de briser. Mais regardons cela de plus près. Qu'est-ce qui part exactement en fumée? Le plus précieux, c'est l'azote. C'est précisément l'azote qui est responsable de la croissance d'une végétation luxuriante et bien verte. Pensez à la façon dont, au printemps, vous apportez à vos plantes de l'urée ou du nitrate d'ammonium. Vous le faites pour leur donner un coup de fouet pour qu'elles développent plus rapidement leurs feuilles et leurs tiges. Eh bien, tous ces résidus végétaux que vous vous apprêtez à brûler sont une réserve naturelle et gratuite de cet azote. Lors de la combustion, ce composé organique se transforme en gaz et s'échappe tout simplement dans l'atmosphère. Il ne reste pas dans les cendres, il disparaît de votre terrain de manière irréversible. En d'autres termes, vous détruisez d'abord une source d'azote gratuite, accumulée pendant toute une saison, puis vous allez acheter son équivalent chimique en magasin. C'est complètement illogique. En conservant cette matière organique, vous auriez pu restituer cet élément essentiel au sol, où il aurait nourri les vers de terre et les micro-organismes. Ceux-ci, à leur tour, l'auraient préparé et rendu assimilable pour vos futures cultures. Bon, d'accord, vous allez me dire, l'azote s'est envolé, mais il reste dans la cendre du potassium et du phosphore utiles. Et vous auriez raison, la cendre est effectivement un plutôt bon engrais potassique et phosphaté. Mais ici aussi, il y a quelques bémols importants. Premièrement, comme nous l'avons déjà mentionné, ce n'est qu'une infime partie de la valeur nutritive qu'avaient les fans à l'origine. C'est comme ne garder que le trognon d'une pomme entière et jeter le reste. Ensuite, la cendre est alcaline. Et si le sol de votre jardin est déjà alcalin ou neutre, un apport régulier de cendre peut gravement perturber son équilibre acido-basique. Pour beaucoup de plantes, cela deviendra un réel problème. Elles cesseront simplement d'assimiler d'autres micronutriments importants, même s'ils sont présents dans le sol. Au final, en voulant bien faire, vous risquez au contraire de nuire à vos futures cultures. L'utilisation de la cendre demande compréhension et prudence. Ce n'est pas une solution miracle, contrairement au compost, qui convient pratiquement à tous les types de sols. Mais le pire, bien au-delà de la simple perte de nutriments, c'est l'agression directe que subit le sol lui-même. Réfléchissez un instant
à ce qui se passe sous un feu de camp. Ce n'est pas seulement de l'herbe qui brûle. La chaleur intense, qui peut atteindre des centaines de degrés, transforme littéralement la couche supérieure du sol, la plus fertile, en une masse compacte et stérile. Imaginez que vous passiez votre potager dans un four à briques. Toute la structure poreuse et aérée que vous avez peut-être bâtie pendant des années est anéantie. Le sol devient dense, dur comme de la pierre. Il perd sa capacité à absorber et à retenir l'humidité. Après ce passage au four, l'eau ne pénètre plus en profondeur, elle ruisselle simplement à la surface, provoquant l'érosion. L'air ne parvient plus non plus aux racines des futures plantations. En somme, à l'emplacement d'un feu, vous créez une petite parcelle de désert, mort et stérile, qui mettra un temps infiniment long à se régénérer. Passons maintenant à ceux que l'on ne voit pas, mais dont le travail est inestimable. Sous la surface du sol, la vie foisonne. C'est toute une armée d'auxiliaires invisibles, les vers de terre, d'innombrables espèces de bactéries, de champignons et d'autres micro-organismes. Ce sont eux, les grands artisans de la fertilité de votre sol. Les vers creusent des galeries, aèrent et ameublissent la terre. Les microbes, eux, transforment la matière organique, la convertissant en nutriments essentiels et assimilables par les plantes, ce précieux humus. Lorsque vous allumez un feu sur une parcelle de terre, vous organisez un véritable génocide pour tout cet écosystème. La chaleur les tue sur un rayon de plusieurs dizaines de centimètres, en surface comme en profondeur. De vos propres mains, vous exterminez ceux qui, gratuitement et sans relâche, œuvraient nuit et jour pour la fertilité de votre sol. Sans eux, la terre devient un milieu mort, inerte, et pour la ramener à la vie, il faudra des années et d'immenses efforts. Pourquoi détruire ce que la nature a mis tant de temps à bâtir? Ce sont ces ouvriers invisibles, les vers de terre et les micro-organismes, qui sont les architectes d'une structure de sol parfaite. Ils agglomèrent les fines particules de terre en agrégats, créant ainsi cette texture meuble et grumeleuse dont chaque jardinier rêve. Un tel sol est comme une éponge. Il assure une excellente aération des racines tout en retenant merveilleusement l'humidité qu'il restitue aux plantes au gré de leurs besoins. Dans un tel environnement, les plantes prospèrent. Leurs racines pénètrent aisément en profondeur, y puisant tous les nutriments et l'oxygène essentiel. En brûlant les résidus végétaux, vous privez cette précieuse vie du sol de leur alimentation principale, la matière organique. Ces organismes désertent alors votre terrain à la recherche de meilleures conditions, ou tout simplement ils disparaissent. Conséquence, le sol perd sa structure, se compacte, et après les averses, une croûte imperméable se forme en surface, et vous voilà de nouveau armé de votre houe, à travailler la terre que la nature aurait pu, seule, maintenir en parfait état. Mais n'oublions pas le revers de la médaille, la fumée. Pour beaucoup, l'odeur d'un feu de bois automnal évoque la fin de la saison estivale, celle des jardins et des maisons de campagne. Mais si on y regardait de plus près, que brûle-t-on exactement dans ce genre de feu? Le plus souvent, il s'agit de déchets végétaux humides ou à peine séchés. Loin de brûler franchement, ils couvent lentement, dégageant une quantité impressionnante de fumée âcre et suffocante. Cette fumée dense rampe sur le sol, s'infiltre dans vos poumons, ceux de vos enfants et de vos voisins. Au-delà du monoxyde de carbone habituel, la combustion lente de ces résidus, surtout s'ils ont été traités avec des produits chimiques, peut libérer des composés bien plus dangereux, comme les dioxines. Est-ce que le confort éphémère d'un nettoyage rapide justifie réellement le tort que vous causez à votre santé et à l'environnement? La réponse, me semble-t-il, est évidente. De plus, c'est tout simplement un manque de respect envers le voisinage. Qui apprécierait, en effet, de voir son propre jardin envahi par votre fumée? Un autre aspect crucial est la sécurité incendie. Chaque année, on entend des récits, parfois même des nouvelles tragiques, de dépendances, de cabanons, de saunas ou pire de maisons entières parties en fumée à cause d'une manipulation imprudente du feu. À l'automne, le vent souffle souvent avec force. L'herbe sèche, les feuilles mortes, tout cela s'embrase comme de la poudre. Il suffit d'une seule étincelle, emportée par le vent sur quelques mètres, pour que la catastrophe se produise. Un tas de déchets végétaux que vous avez laissé consumer sous surveillance peut se transformer en un incendie incontrôlable en quelques minutes seulement.
L'effet douteux de ces brûlis justifie-t-il un risque aussi démesuré? Les dégâts d'un incendie sont sans commune mesure avec le moindre bénéfice d'une poignée de cendres. C'est jouer à la roulette russe où votre propriété, et parfois même votre vie, est en jeu. Alors que faire? Quelle est la solution? Elle est d'une simplicité désarmante et la nature nous la murmure à l'oreille. Le compostage, c'est l'exact opposé de l'incinération. Au lieu de détruire la matière organique, nous l'aidons à se transformer en l'engrais le plus précieux qui soit. Un tas de compost n'est pas un simple amoncellement de déchets, c'est une véritable bio-usine où des millions de micro-organismes et de vers de terre s'activent, transformant fanes, mauvaises herbes et restes alimentaires. Ils convertissent tous ces déchets en une masse sombre, friable, au parfum terreux si caractéristique, le compost. C'est un concentré de fertilité, un véritable élixir de vie pour vos plates-bandes et votre potager. En mettant en place votre tas de compost à l'automne, vous ne vous débarrassez pas d'un problème, vous investissez dans vos récoltes futures qui seront d'autant plus abondantes. Pourquoi le compost est-il surnommé l'or noir? Tout simplement parce que, par sa richesse nutritive et ses innombrables bienfaits pour le sol, il surpasse la plupart des engrais du commerce, y compris le célèbre fumier. Un compost bien mûr représente un complexe nutritif parfaitement équilibré pour vos plantes. Il contient tous les macro- et micro-éléments essentiels, et ce, sous une forme facilement assimilable. Mais ce n'est pas là son seul atout. Le compost n'est pas qu'un simple aliment, c'est aussi un véritable remède pour la terre. Il en améliore la structure. Il rend une terre argileuse, lourde, plus meuble et aérée, et une terre sablonneuse, légère, plus retentive en eau. Il peuple le sol de micro-organismes utiles qui suppriment le développement des champignons et bactéries pathogènes, renforçant ainsi l'immunité naturelle de vos végétaux. En apportant du compost, vous ne faites pas que nourrir vos plantes, vous assainissez la terre elle-même, augmentant année après année son incroyable fertilité naturelle. Plutôt que de vous livrer à une action destructrice comme le brûlage, vous choisissez la voie de la création. Vous restituez à la terre ce que vous lui avez emprunté, mais sous une forme améliorée et enrichie. C'est le fondement même d'une agriculture intelligente et respectueuse de l'environnement. Vous vous intégrez pleinement au cycle naturel de la matière au lieu de le perturber brutalement. Voyez les choses ainsi, la nature ne connaît pas le concept de déchet. Une feuille tombée, une fleur fanée, un arbre couché, tout cela n'est pas un déchet, mais la future nourriture de nouvelles pousses. Tout est transformé par les micro-organismes du sol et réintégré au cycle vital. En compostant vos résidus végétaux, vous ne faites que reproduire ce mécanisme naturel si ingénieux sur votre propre terrain. Vous cessez d'être un simple consommateur pour devenir un véritable gardien de votre terre, soucieux de son avenir. Il existe une autre astuce formidable pour valoriser vos fans, surtout si vous manquez de place pour un grand composteur, le paillage. C'est très simple. Les restes sains de cultures comme les petits pois, les haricots, les courgettes ou les betteraves peuvent être coupés en petits morceaux à la bêche ou au sécateur, puis étalés directement sur les planches de culture vides. Cette couche de matière organique agira comme une véritable couverture chaude pour votre sol durant l'hiver. Premièrement, elle protégera la terre du gel profond, ce qui est crucial pour la survie de la microflore bénéfique et des vers de terre. Deuxièmement, ce paillage évitera que les pluies d'automne et les vents n'emportent ou lessivent la couche fertile de votre sol. Enfin, au fil de l'hiver et du printemps, cette couche commencera à se décomposer, offrant ainsi une excellente nourriture aux organismes du sol et un apport nutritif naturel pour les futures plantations. Concrètement, qu'apporte cette couverture? Dès le printemps, la différence est flagrante. Le sol sous le paillis restera meuble, humide et plein de vie. Vous n'aurez pas besoin de le bêcher, ce qui perturberait sa précieuse structure. Il suffira d'ameublir légèrement la couche superficielle avec un simple outil de jardinage. Les vers de terre, à l'abri, travaillent sans relâche tout l'hiver, tant que le sol ne gèle pas trop en profondeur, assurant un potager en parfait état dès le printemps. De plus, cette couche de paillis étouffe efficacement la pousse des mauvaises herbes. Leurs graines manquent tout simplement de lumière pour germer. Cela signifie qu'au printemps, vous aurez bien moins de travail de désherbage.
Ainsi, en consacrant un peu de temps à l'automne au broyage et à l'épandage des résidus de vos cultures, vous économisez bien plus de temps et d'efforts la saison suivante, tout en bénéficiant d'un sol plus sain et incroyablement fertile. C'est un avantage doublement gagnant. Nous en venons maintenant au principal argument de tous les partisans des brûlis. Mais que faire des fans malades, celles de tomates ou de pommes de terre par exemple, lorsqu'elles sont atteintes du mildiou? Impossible de les mettre au compost, elles contamineraient toute la terre. C'est probablement le mythe le plus répandu et le plus tenace dans le monde du jardinage, mais démystifions cela. Les agents pathogènes de la plupart des maladies, y compris le mildiou, peuvent effectivement survivre sur les résidus végétaux. Le mot-clé ici, c'est « peuvent ». Ils ne survivent que dans certaines conditions très spécifiques. Or, un tas de compost bien géré, ce sont précisément les conditions dans lesquelles ces agents pathogènes n'ont absolument aucune chance. Brûler ces fans, c'est comme tirer au canon sur des moineaux, tout en causant d'énormes dommages collatéraux. Et c'est ici que réside le secret fondamental. Même les feuillages les plus malades et d'apparence repoussante ne doivent absolument pas être brûlés. Il existe au moins 2 méthodes fiables pour les neutraliser et les transformer en un précieux engrais. La première méthode est le compostage à chaud, à l'intérieur d'un tas de compost correctement constitué, où alternent des couches humides et vertes, comme les fans, l'herbe coupée, et des couches sèches et brunes, feuilles mortes, paille, sciure de bois, de puissants processus microbiologiques se déclenchent. Le tas chauffe de l'intérieur jusqu'à atteindre une température de 60 à 70 degrés Celsius. À une telle température, la grande majorité des agents pathogènes, ainsi que les graines de mauvaises herbes, meurent tout simplement. Ils ne résistent pas à cette véritable étuve. L'essentiel est de bien placer les débris malades au cœur du tas, afin de garantir une désinfection thermique efficace. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir assurer une montée en température adéquate de votre compost, il existe une deuxième méthode, encore plus simple et fiable. Les biotechnologies modernes viennent à notre rescousse, notamment avec les préparations EM. EM signifie micro-organismes efficaces. Ce sont des concentrés spéciaux de bactéries et de champignons bénéfiques qui agissent comme des antagonistes naturels de la microflore pathogène. En termes simples, vous introduisez dans votre tas de compost une armée de bons microbes qui vont activement consommer et supplanter les mauvais. Il suffit, lors de l'ajout des matières organiques, d'arroser chaque couche avec une solution de ces préparations. Ces micro-organismes utiles ne se contentent pas d'éliminer les agents pathogènes comme le mildiou et d'autres maladies, ils accélèrent aussi considérablement le processus de maturation du compost, ce qui prendrait normalement 1 an, voire 1 an et demi, pour mûrir, sera prêt dès la saison suivante grâce aux préparations EM. Il est, bien sûr, essentiel de comprendre que tous les feuillages ne sont pas également bénéfiques à l'état brut. Par exemple, le feuillage des légumineuses, pois, haricots, fèves, est un véritable trésor pour le potager. Leurs racines abritent des bactéries nodulaires, capables de fixer l'azote atmosphérique. C'est pourquoi il ne faut en aucun cas brûler leur feuillage. C'est un pur engrais azoté qu'il est préférable de broyer et d'incorporer immédiatement au sol ou de l'ajouter au compost. Il en va de même pour les fans de betteraves, de carottes, de choux, de courgettes et de concombres. Si elles ne présentent pas de signes évidents de maladies graves, elles constituent un matériau idéal aussi bien pour le compost que pour le paillage. Elles se décomposent rapidement et enrichissent le sol en matière organique. Jeter ou brûler une telle richesse est un véritable crime de jardinier. Par contre, concernant les feuilles des solanacées, pommes de terre, tomates, poivrons et aubergines, il convient d'être particulièrement vigilant. Ce sont elles qui sont le plus souvent atteintes par le mildiou et d'autres maladies fongiques. Mais, comme nous l'avons déjà mentionné, ce n'est pas une raison pour paniquer. La meilleure stratégie ici est la prévention et la prudence. Si vous constatez que le feuillage est fortement touché, il ne faut pas l'utiliser pour pailler les parcelles où vous planterez à nouveau des solanacées l'année suivante. Cependant, vous pouvez et devez sans crainte l'envoyer au compost, de préférence au cœur du tas, et avec l'utilisation de préparations EM, comme nous l'avons déjà expliqué. Ainsi,
vous neutraliserez à coup sûr tous les agents pathogènes et obtiendrez au final un engrais sûr et très précieux pour toutes les autres cultures de votre potager. Parlons un instant de l'aspect pratique de la chose, le temps et l'effort que cela demande. À première vue, brûler les déchets semble rapide et facile. On rassemble tout en un tas, on craque une allumette et le tour est joué, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment si simple en réalité? Premièrement, il faut ramasser tous ces résidus végétaux et les transporter jusqu'au lieu de brûlage. Deuxièmement, un feu ne peut pas être laissé sans surveillance. Vous devrez le surveiller pendant des heures, le remuer et veiller à ce qu'aucune étincelle ne s'échappe, sans compter que les végétaux humides brûlent mal et dégagent beaucoup de fumée. Troisièmement, une fois que tout est consumé, il vous faudra ramasser les cendres et les épandre sur votre terrain. Tout cela aussi demande du temps et de l'énergie. Maintenant, comparons cela à la création d'un tas de compost. Vous ramassez les mêmes résidus, mais vous les apportez à un endroit unique et permanent. Vous les déposez en couches, éventuellement en les arrosant ou en y ajoutant un activateur. Et c'est tout. Ensuite, la nature fait le reste du travail pour vous. Et maintenant, parlons du plus important. Imaginez qu'à chaque automne vous preniez un sac rempli de tous les précieux nutriments que vos plantes ont patiemment puisés dans la terre tout au long de l'été, et que vous le brûliez purement et simplement. Azote, potassium, phosphore, oligo-éléments, tout cela part en fumée ou se réduit à une simple poignée de cendres. Ce n'est pas seulement irrationnel, c'est un véritable pillage de votre propre jardin. Vous prenez à la terre ce qu'elle vous a généreusement donné, sans rien lui rendre en retour. Mais le véritable choc, c'est ce qui se passe sous nos pieds. Sous vos pieds, la vie fourmille. Les vers de terre s'affairent à aérer le sol, les bactéries œuvrent à créer un humus riche et fertile. En brûlant les fans directement sur le potager, vous provoquez un véritable cataclysme pour tout cet écosystème. La couche superficielle du sol, la plus précieuse, se transforme en une croûte morte et sans vie qui mettra des années à se reconstituer. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que même les fans atteintes du mildiou, ce que beaucoup redoutent, peuvent, avec la bonne approche, se transformer dans le compost non pas en source d'infection, mais en un précieux fertilisant sûr. Les agents pathogènes ne survivent tout simplement pas au processus de fermentation à haute température qui se produit au cœur du tas de compost. En fin de compte, la principale peur qui pousse tant de gens vers le brûlage n'est en réalité qu'un mythe. En somme, brûler les fans n'est pas qu'une simple gêne pour le voisinage, c'est un véritable vol de votre propre potager, la destruction de la vie essentielle du sol et un gaspillage insensé d'une ressource inestimable. Le compostage, le paillage, les buttes de culture, voilà les solutions modernes et intelligentes qui transformeront ces résidus végétaux d'un problème en la base même de vos futures récoltes abondantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations nouvelles et utiles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils pour des récoltes toujours plus généreuses. Et vous, comment gérez-vous les fans et les résidus végétaux dans votre jardin? Partagez votre expérience et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Échangeons nos bonnes pratiques.